Les amis, en discutant avec un copain de l'équipe de France, eh bien, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que lors des grandes périodes de l'équipe de France, on n'avait aucun mal à repérer, identifier, se souvenir de chacun des joueurs à chacun des postes qu'il occupe. Et dans des périodes un peu plus d'incertitude autour du niveau de l'équipe de France, eh ben on a du mal à déterminer une équipe type. Alors c'est normal, ça fait partie des essais que l'entraîneur fait, mais on a quand même du mal à déceler une équipe d'indéboulonnables. Vous voyez, en fait, d'un côté, on a des moments où l'équipe est indéboulonnable, les mecs restent en place pendant un moment, et encore aujourd'hui, je suis certain que beaucoup d'entre vous peuvent citer le 11 type de l'équipe de France 98 ou de l'équipe de France 2018. Et puis, il y a d'autres moments, ces moments d'incertitude, où on ne sait pas trop qui va jouer. Bref, tout ça en introduction pour vous expliquer que dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien, ça m'a inspiré à vous faire une vidéo comparative des 11 joueurs des 4 équipes de France victorieuses d'un titre continental. Qui est le meilleur à chaque poste entre l'équipe de France 1984, vainqueur de l'Euro, l'équipe de France 1998, vainqueur de la Coupe du Monde, l'équipe de France 2000, vainqueur de l'Euro, et l'équipe de France 2018, vainqueur de la Coupe du Monde. Alors ça va être une vidéo un peu longue, je vais la diviser en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bloc défensif, donc le gardien et la défense, en comparant les joueurs de chacune de ces périodes. Et ça va être une vidéo avec un setup un peu particulier, puisque je vais vous reprendre avec un partage d'écran. Je vais vous montrer des tableaux comparatifs que j'ai pu faire, vous les expliquer, vous donner mon avis, vous donner moi aussi qui je pense être le meilleur à chacun des postes, et j'espère que vous me donnerez votre avis. Générique. Voilà les amis, nous sommes donc sur ce partage d'écran. Je vais vous présenter les différents dossiers que j'ai déjà travaillés sur la défense, et on va donc comparer les joueurs de ces 4 époques différentes. Alors, je suis en double écran également parce que je me suis pris évidemment des petites notes à côté. On va tout de suite aller voir les gardiens. Et pour les gardiens de but, on entre donc dans le dossier. On a ces 3 gardiens de but, je vais les mettre à l'écran. Nous avons donc Joël Batz. Joël Batz, c'est le gardien des années 80-90, début des années 90, le gardien qui a été champion d'Europe en 1984. On retrouve Fabien Barthez. Fabien Barthez, que vous connaissez tous, le géant, le chauve légendaire, champion du monde 98, champion d'Europe 2000, capable du meilleur comme du pire aussi parfois. Et puis on a Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, champion du monde 2018, profil plutôt calme et sérieux. Et donc je vais vous montrer la comparaison de ces 3 joueurs que j'ai faite dans un tableau. Vous allez me dire ce que vous en penserez tout simplement. Allez, c'est parti. On a ici, voilà, un petit tableau comparatif. Je pense que c'est assez gros à l'écran. Je le grandis un petit peu. Un petit tableau comparatif où j'ai mis des étoiles pour les niveaux que je juge entre ces 3 gardiens sur différents items comparatifs. Les réflexes sur la ligne, jeu au pied, sortie aérienne, anticipation, leadership et prise de risque pour chacun d'eux. On va regarder un peu tous ces différents items. Alors, réflexe sur la ligne, j'ai mis 4 étoiles à Joël Batz. Joël Batz était quelqu'un de très bon pour son époque, moins explosif qu'à Fabien Barthez ou qu'à Lloris. Ça restait très bon pour son époque. Fabien Barthez, lui, on le sait, sur sa ligne, c'était quelqu'un d'ultra rapide avec des réflexes assez impressionnants, alors qu'Hugo Lloris, il était bon sur sa ligne, souvent décisif sur les arrêts réflexes. J'ai encore en souvenir quelques très beaux arrêts réflexes d'Hugo Lloris, mais pour moi, le meilleur sur sa ligne, c'est bien Fabien Barthez. Concernant le jeu au pied, là, on a des gardiens
pas très très fort. On a un jeu au pied assez limité, plutôt classique des années 80. C'est le système qui voulait ça pour Joël Batz. On jouait pas avec les pieds quand on était gardien de but dans les années 80. Fabien Barthez, lui, un jeu au pied moyen, parfois risqué dans ses relances, vous avez dû vous en souvenir. Et puis Hugo Lloris, c'est plutôt correct, mais c'est pas un point fort. C'est quelqu'un qui était assez prudent avec son jeu au pied. Sur les sorties aériennes, là, on a un avantage pour Joël Batz, un avantage puisqu'il était plutôt bon, malgré une taille moyenne de Joël Batz, mais il était plutôt bon. Alors que Barthez, pour moi, c'était assez risqué. Il était parfois spectaculaire, c'est vrai, dans ses sorties aériennes, mais assez inconstant sur ce niveau-là. Et pour Lloris, c'est la moyenne, il était plutôt sûr, moins dominant que d'autres grands gardiens, mais plutôt sûr. Au niveau de l'anticipation, pour moi, Joël Batz avait une bonne lecture de jeu, mais moins rapide que les autres également. Bon, un jeu qui était aussi moins rapide dans les années 80. Quant à Barthez, lui, c'est vraiment un point fort. Il était très bon en anticipation, souvent même en dehors de sa surface. Il sortait un petit peu de sa surface, il anticipait assez bien le jeu. Et Lloris, c'est très bon aussi, très rapide pour sortir, souvent efficace en 1 contre 1. Mais pour moi, c'est ici Barthez qui était le meilleur sur l'anticipation. Ensuite, on avait le charisme et le leadership. Bon, Joël Batz, c'était quelqu'un de solide mentalement, un leader plutôt discret. Alors que Fabien Barthez, il avait un très bon charisme, c'était quelqu'un d'adoré par ses coéquipiers. Et Hugo Lloris, lui, c'était un grand leader, il a été capitaine emblématique de l'équipe de France. Pour moi, au niveau du charisme et du leadership, il se distinguait un peu de Barthez et de Joël Batz. Et puis on finit avec la prise de risque. Alors Batz, c'était quelqu'un qui était bon, mais parfois on arrivait à le mettre en difficulté sous pression quand on venait le presser un peu. Alors que Barthez, lui, il était ultra performant dans les moments clés. Il savait gérer la pression, la prise de risque, les gros matchs, ça il savait les gérer. Et Hugo Lloris, c'était quelqu'un de fiable, avec quelques erreurs. On se souvient de ces erreurs, notamment en 2018, en finale contre la Croatie. Donc voilà, on voit un peu un tableau où on pense... J'ai pas dénombré d'ailleurs le nombre d'étoiles, mais je pense ici que c'est Fabien Barthez qui se détache un peu sur l'ensemble de ces critères en notation globale. En deuxième position, je dirais que c'est Lloris. Et en dernière position, Joël Batz. Alors, je vous ai fait un petit résumé quand même. Joël Batz, très bon en réflexe, positionnement solide, bonne régularité, un mental d'acier, décisif au tir au but, notamment en 86. Par contre, un jeu au pied limité, moins explosif que Barthez ou Lloris. Concernant Fabien Barthez, lui, quelqu'un d'ultra réactif sur sa ligne, un charisme et une mentalité de gagnant, une anticipation et des sorties assez spectaculaires, une prise de risque parfois excessive par contre et moins fiable sur les ballons aériens. Et on finit avec un Hugo Lloris qui est très régulier et fiable, qui a de bonnes sorties dans les pieds des attaquants adverses, un certain leadership, un charisme en équipe de France, mais un jeu au pied parfois critiqué et clairement moins spectaculaire que Barthez. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces 3 gardiens de but. Je vous donne mon avis, je vais vous le donner pour chacun des joueurs que je présente ici. Pour moi, le meilleur des 3 restait Fabien Barthez globalement. Et je pense que je suis d'accord avec ce... De toute façon, c'est moi qui l'ai fait avec ce tableau où Hugo Lloris est en 2 et Joël Batz est en 3. Les amis, on va passer à la défense. Et pour la défense, je vais aller dans mon dossier. On va retrouver, on commence par les latérales gauche, on va retrouver François Domergue pour l'équipe de France 1984. Donc le défenseur latéral gauche de l'époque qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France, Jean-François Domergue. On a en 98 et en 2000, puisque finalement c'était quasi la même équipe, 98 et 2001, on retrouve Bixente Lizarazu évidemment. Et puis pour l'équipe championne du monde 2018, on a Lucas Hernandez. Alors pareil, je vous ai fait le petit classement qu'on retrouve juste ici, avec d'autres items, cette fois-ci, entre Jean-François Domergue, Bixente Lizarazu et Lucas Hernandez. On parle de solidité défensive, de vitesse, de qualité technique, d'agressivité en duel, de capacité à relancer proprement, d'apport offensif, de leadership, de jeu aérien et de capacité à marquer des buts décisifs. Donc on va voir l'ensemble de ces critères, il y en a beaucoup ici. Comme tout à l'heure, j'ai pris des notes et je vais vous indiquer ce que j'en pense et vous dire, pour moi, qui est le meilleur.
Alors, d'abord, au niveau de la solidité défensive, on a un Jean-François Domergue qui était quelqu'un de solide, mais peut-être pas aussi rugueux que pouvaient être les autres. On se retrouve face à un Vicente Lizarazu qui était très agressif, souvent bien placé sur l'homme, et puis un Lucas Hernandez qui est un défenseur, lui, complètement moderne et très agressif. Donc Lizarazu et Hernandez, pour moi, étaient plus agressifs que Domergue et avaient une meilleure solidité défensive. Concernant la vitesse, pour Domergue, elle était moyenne, mais il compensait ça par une bonne lecture de jeu. Voilà, c'était pas le plus rapide de l'équipe, mais il avait une bonne vision de jeu. Alors qu'un Lizarazu et Hernandez, on le voit, c'était des joueurs, vous vous en souvenez certainement, très rapides et très mobiles, et Hernandez avec une bonne couverture défensive également. En ce qui concerne la qualité technique, on se retrouve avec un Jean-François Domergue qui est correct, qui est assez propre dans sa relance, mais encore une fois face à un Lizarazu qui était lui excellent en qualité technique, bon technicien, il fait pas vraiment le poids, et on a un Lucas Hernandez aussi un peu meilleur qu'un Jean-François Domergue. Il était très bon techniquement, une relance assez propre, peut-être un peu moins qu'à Lizarazu. Concernant l'agressivité dans les duels, on a un Jean-François Domergue qui était lui plutôt calme, on le voyait sur le terrain. Il était plutôt dans la réaction que sur cette agressivité dans les duels. Lizarazu, quant à lui, était très engagé. C'était quelqu'un de combatif, on le voyait tout le temps sur le terrain, pester, s'arracher le maillot avec les dents. C'était vraiment quelqu'un de combatif. Et Lucas Hernandez, lui, était toujours très impliqué également dans les duels. Pour la capacité à relancer proprement, là aussi on a un Jean-François Domergue qui est un peu en dessous d'un Lizarazu ou d'un Lucas Hernandez. Ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure. Il avait une bonne vision de jeu, ce qui lui permettait de voir correctement où étaient situés ses coéquipiers, mais moins technique que Lizarazu ou Hernandez. Et donc les relances étaient certes très propres et très convenables, mais c'était pas non plus un domaine d'excellence comme pouvaient l'être Lizarazu et Hernandez. Sur l'apport offensif, voilà, on a un Jean-François Domergue où c'était quelqu'un de modéré, il faisait quelques montées, mais il se cantonnait souvent aux aspects purement défensifs, alors qu'on voit un Lizarazu qui était très bon centreur, qui n'hésitait pas à monter, qui marquait quelques buts même quand il montait, et un Lucas Hernandez qui était bon dans les relances et dans les passes longues. En leadership, Domergue était quelqu'un de plutôt discret, il n'a pas été capitaine, c'était pas vraiment un grand leader. Alors que Lizarazu, il a été capitaine surtout dans ses clubs, et le leadership c'était quelque chose d'assez naturel chez lui. Hernandez, lui, c'était un leader, mais si vous voulez, son côté leadership s'exprimait surtout dans la défense. Il parle beaucoup, Hernandez, mais il parle surtout dans sa défense. Il s'exprime moins au nom de l'équipe dans son entièreté, vraiment plutôt au niveau de la défense. Concernant le jeu aérien, encore une fois, Domergue, c'était pas sa grande spécialité. Il était sur l'aile, donc il défendait pas très souvent au centre et de la tête, il montait pas très souvent, on l'a vu, donc il apportait pas de puissance offensive au niveau de la tête. Lizarazu, quant à lui, malgré sa petite taille, il essayait de s'en sortir, mais c'était pas là où il excellait le plus. Quant à Hernandez, c'était peut-être une de ses forces. Hernandez était un peu meilleur que les autres que je viens d'indiquer sur le domaine de la tête. Pour la capacité à marquer des buts décisifs, rarement pour Jean-François Domergue, on le voyait rarement devant, comme je l'ai dit, donc forcément, il marquait rarement. Lizarazu, lui, ça lui arrivait, il marquait certains buts sur coup de pied arrêté, parfois même en club. Et je me souviens qu'en Coupe du Monde 98, je crois qu'il avait marqué, vous me corrigerez peut-être, contre l'Arabie Saoudite, il me semble, au premier tour, je ne suis pas sûr, il en marquait quelques-uns. C'était assez rare, mais il en marquait quelques-uns. Quant à Hernandez, ça lui arrivait également occasionnellement, et sur corner notamment, on l'a dit, le jeu aérien pouvait être une de ses forces. Donc voilà, on voit ici un Jean-François Domergue plutôt en retrait par rapport à Lizarazu et Hernandez, très bon à son époque, il a été champion d'Europe, on l'a dit en 84, Jean-François Domergue, mais Lizarazu et Hernandez pour moi sont un niveau au-dessus, et je pense que Lizarazu est un peu meilleur qu'Hernandez également. Alors voilà, les forces et faiblesses de chacun. Pour Domergue, quelqu'un de solide défensivement, d'ailleurs il se cantonnait à la défense, il était fiable dans ses interventions, on sait qu'on le mettait là, il faisait le job, il pouvait relancer assez proprement grâce à sa bonne vision de jeu, il était assez discret, il faisait peu de fautes inutiles. Mais ouais, c'était quelqu'un de moins agressif dans les duels, c'était pas un joueur qui avait un physique imposant,
il se projetait pas beaucoup vers l'avant et c'était pas non plus le joueur le plus rapide. Quant à Lizarazu, c'était quelqu'un de très bon techniquement, on l'a dit, très bon centreur, un véritable atout en attaque, qui pouvait être capitaine de l'équipe, parfois un peu trop agressif, il pouvait être mis en difficulté par des attaquants techniques et son apport offensif est plus basé sur les passes que sur les buts, mais il apportait offensivement. Quant à Hernandez, très bon dans les duels, capable de s'imposer physiquement, de couvrir de grandes distances pour défendre, il servait souvent de pivot dans la construction du jeu. C'était quelqu'un effectivement qui pouvait avoir un excès d'engagement sur le terrain. Son rôle était principalement défensif. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous ai donné mon avis. Moi je pense que Lizarazu est un peu au-dessus d'Hernandez et les deux sont au-dessus quand même de Domergue. Allez, on va passer au latéral droit maintenant. Et au latéral droit, je vais vous proposer, d'abord le champion du monde 84, Battiston, évidemment, Battiston. Je vais vous proposer le champion du monde 2018, Pavard. Et je vais vous proposer, et là il y a une erreur, on y reviendra après, je vais vous proposer, il doit être ici, et oui, il est là, Thuram, c'est une erreur, c'est bien le latéral droit en équipe de France, même si ça lui arrivait de jouer au niveau central. Et même dans ses clubs, il a joué en défense centrale, mais en équipe de France, il était bien latéral droit. C'est une erreur due à ses postes occupés en club. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Qu'est-ce que j'en pense ? Nous voilà sur l'étude que j'ai faite avec donc Patrick Battiston, Lilian Thuram, Benjamin Pavard et avec ces items-là, solidité défensive, vitesse, jeu aérien, qualité de relance, polyvalence, apport offensif, leadership et but marqué. On a un style défensif pour Battiston qui était intelligent. Une bonne lecture de jeu, comme son homonyme à gauche, bonne lecture de jeu. On avait un Lilian Thuram qui était, lui, très rugueux, très physique et intransigeant. D'ailleurs, la défense qu'il formait à Parme était tout bonnement splendide à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on ne le passait pas. Benjamin Pavard, quant à lui, était propre, mais parfois en difficulté. C'est pour ça qu'après 2018, il est toujours à niveau, mais sa place est disputée. En vitesse, Battiston, c'était un défenseur qui pouvait aussi jouer au centre et qui jouait en 84 comme latéral droit, mais c'était très correct. Par contre, c'était pas là où il excellait le plus non plus. Pour un Lilian Thuram, d'ailleurs, Battiston compensait en fait régulièrement avec une bonne capacité d'anticipation. Lilian Thuram, quant à lui, c'était quelqu'un très rapide et puissant. On se souvient tous de ses buts contre la Croatie. Mais c'est un exemple, c'était quelqu'un en tous les cas sur l'aile très rapide et puissant. Pour Benjamin Pavard, sa vitesse c'était plutôt quelqu'un de correct, mais il était moins explosif que les autres. En termes de relance, là, les trois joueurs étaient plutôt bons. On l'a dit avec Battiston, il avait une bonne vision de jeu. Thuram et Pavard ne sont pas en reste, ils arrivaient assez bien à relancer proprement. Les trois sont plutôt équivalents sur ce domaine. En termes de polyvalence, on a un Battiston qui pouvait être à droite ou au centre, donc on pouvait compter sur lui, il était très polyvalent. Pareil qu'un Thuram, je l'ai dit tout à l'heure, en club, il jouait souvent au centre d'ailleurs, même si au début de carrière il jouait sur l'aile. C'est un peu pareil en équipe de France, il a d'abord joué sur le côté, et puis il a dépanné parfois au centre également. Et Benjamin Pavard, lui aussi en équipe de France, il joue sur la droite. En club d'ailleurs, il joue un peu plus souvent au centre. Donc c'est quelqu'un également d'assez polyvalent sur le côté ou sur la défense centrale. Pour l'apport offensif, Patrick Battiston, c'était le reflet de son époque. C'était quelqu'un qui apportait que très peu en attaque. Il faisait peu de montées. Lilian Thuram, c'était très occasionnel aussi, sauf en 98, au bon moment finalement. Quant à Benjamin Pavard, lui, il monte un peu plus, il est capable de frapper de loin, contrairement à Thuram ou à Battiston. Donc là, il est un peu meilleur que les deux autres. En leadership, Battiston, quelqu'un de discret, quelqu'un de plutôt collectif. Or que Thuram, quelqu'un qui a un charisme naturel, qui transpirait le charisme, Thuram. Pavard, lui, c'était pas vraiment un leader naturel non plus, un peu comme Battiston, assez discret, parle moins qu'un Thuram, voilà, plus discret.
La capacité à marquer des buts, rarement pour Patrick Battiston. Il montait pas souvent, on l'a dit, comme son homonyme à gauche en 84. Donc pas beaucoup, on comptait pas beaucoup sur les ailes à vrai dire en 84. Ils étaient cantonnés à leurs tâches défensives. C'était un football un peu plus ancien. Or que Thuram, oui, dans les grands moments, on a tous en tête encore une fois ses buts contre la Croatie. Et Benjamin Pavard, oui, aussi, il a mis des buts marquants, notamment des frappes de loin. On se souvient tous de son but contre l'Argentine en 2018. Si je ne l'avais pas dit, vous l'aviez tous en tête. Voilà. Donc, on se retrouve avec un Battiston qui est polyvalent, qui est propre dans ses passes et dans sa relance depuis l'arrière. C'était pas un sprinter, mais il a une bonne lecture de jeu, un esprit collectif. Par contre, un jeu aérien moyen, un impact physique limité et peu d'apport offensif caractéristique de son époque. Thuram, quelqu'un de très solide, même une solidité défensive exceptionnelle, physique impressionnant, un vrai leader, une carrière longue et capable de marquer dans les grands moments. Un apport offensif limité, hormis quelques éclairs, et moins technique peut-être dans la relance. Et un Benjamin Pavard plutôt polyvalent également, une qualité de frappe, un apport offensif avéré, bonne relance et qualité de passe, bon sens du timing, moins solide défensivement que les autres, vitesse plutôt limitée et moins de leadership, surtout que face à un Thuram. Donc dans ces trois-là, clairement, moi je pars sur Thuram si je devais en choisir un. Donc voilà, on a Barthez déjà, on a Lizarazu, on a Thuram dans mes choix. On voit que ça se dessine plutôt autour de l'équipe 98-2000. Mais voilà, c'est mon avis et c'est les choix que j'aurais fait si je devais comparer les quatre époques. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux défenseurs centrales. Défenseurs centrales, je les ai divisés en fait. Alors attendez, on va remettre les bons joueurs où ils doivent être, puisque Yvon Leroux était effectivement un défenseur central, contrairement à Thuram, qu'on va rebasculer dans les latérales droits. Hop, voilà. Alors, les défenseurs centraux, on va parler des défenseurs centraux. Je vais vous en citer trois, en tout cas. D'abord, on va partir sur Maxime Bossis pour l'année 84. Maxime Bossis. On va partir sur Laurent Blanc pour l'année 98 et 2000. Et on va partir sur Samuel Umtiti pour l'année 2018. Alors, on va retourner sur mon analyse. Et là, voici. Donc, solidité défensive, vitesse, qualité technique, agressivité en duel, capacité à relancer, apport offensif, leadership et jeu aérien, capacité à marquer. Donc, Maxime Bossis, on va le faire d'abord. Maxime Bossis, on va changer un peu. C'était quelqu'un d'élégant, qui avait une lecture de jeu impeccable. C'était sa grande force, cette solidité défensive. C'était un défenseur central, mais il pouvait jouer arrière droit. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, c'était quelqu'un de rapide pour son poste tout de même, qui avait de bonnes qualités techniques par rapport à ce qu'on lui demandait. Dans les duels, bon, il était rarement fautif. Il était quand même assez intelligent, même s'il manquait d'agressivité, il compensait par son intelligence de jeu. Sur les relances, il avait de bonnes capacités de relance, surtout des relances courtes, il ne s'aventurait pas trop à des relances lointaines. En apport offensif, c'était modéré. Encore une fois, les défenseurs à l'époque ne montaient pas très souvent, et même quand ils étaient en défense centrale. Le leadership, c'était quelqu'un de discret, mais respecté, Maxime Bossis. Et dans le jeu aérien, il était correct, mais pas dominant. Du coup, voilà, il ne marquait pas beaucoup. Encore une fois, je vous le redis à chaque fois, c'était caractéristique de son époque. On a face à lui un Laurent Blanc qui était un défenseur relanceur, quelqu'un de calme, quelqu'un de technique. On sait que Laurent Blanc jouait un peu plus haut sur le terrain dans ses jeunes années. Je crois qu'il était à Montpellier. Il était même milieu très offensif. Et puis progressivement, il a baissé sur le terrain jusqu'à devenir défenseur central. Et donc, il a gardé ses qualités de relance en même temps que défenseur. Au niveau de sa vitesse, c'était quelqu'un qui était moyen. C'était même son point faible. Je me souviens qu'à Manchester, en fin de carrière, il se faisait souvent dépasser sur la vitesse. Mais voilà, il savait compenser par son placement. Quelqu'un de très technique, Laurent Blanc, on l'a dit, il était calme et technique, je l'ai dit quand j'ai parlé de sa solidité défensive. Dans les duels, c'était quelqu'un de mesuré, quelqu'un
d'excellent dans l'anticipation. Sur les relances, il était capable de remonter le ballon à pied. On se souvient contre le Paraguay notamment, où il n'avait pas hésité à monter pour donner le but décisif, pour marquer le but décisif, en huitième de finale 98. Donc c'est quelqu'un qui était un très bon buteur par rapport à ses jeunes années où il a gardé pas mal de qualités. Il a marqué beaucoup de buts en équipe de France. Un grand leader également, véritable patron en défense, très bon en jeu aérien également, notamment sur coup de pied arrêté. Il a marqué beaucoup de buts de la tête et donc effectivement une bonne capacité aussi à marquer. Je l'ai dit, c'est un des défenseurs en équipe de France qui a marqué le plus de buts. Quant à Samuel Umtiti, c'était quelqu'un de rugueux, de rapide dans ses interventions, une vitesse plutôt correcte, rapide, assez explosif aussi, faut le dire, bon techniquement, agressif dans les duels, très physique, dur sur l'homme, qui savait relancer proprement, mais peut-être un peu plus prudent que Laurent Blanc par exemple. En apport offensif, c'était pas là où il était le plus en force. Il était présent, mais surtout sur phase arrêtée. Quelqu'un de solide mentalement, mais peut-être moins leader que les deux autres. Au niveau du jeu aérien, il était bon dans les duels aériens. Vous vous souvenez certainement de son but contre la Belgique, en 2018. Capacité à marquer, pas tant que ça. Il a marqué le but qu'il fallait. Pour moi, ça suffit. Il a marqué le but qu'il fallait contre la Belgique. Voilà. Donc sur les trois, qui j'aurais préféré ? Encore une fois, ici, si je devais en choisir qu'un, je prendrais Laurent Blanc. Après, je pense que Bossis est un tout petit peu devant Umtiti pour moi. Un tout petit peu devant. Voilà. Bossis, c'était donc quelqu'un d'excellent en lecture de jeu, très propre dans ses interventions, capable de jouer sur plusieurs postes en défense, sur le côté ou dans les défenses centrales, moins agressif dans les duels, surtout par rapport aux autres que j'ai nommés, un apport offensif limité, encore une fois, moins porté vers l'attaque, comme tous ceux de 84 en défense. Laurent Blanc, pour moi, l'un des meilleurs relanceurs de l'histoire de l'équipe de France en défense, un grand leadership, un bon finisseur pour un défenseur, il a marqué de nombreux buts, et je le disais, je pense que c'est un des défenseurs qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Par contre, une vitesse moyenne, moins agressif dans les duels. Umtiti, lui, rapide, physique, rugueux dans les duels et une bonne relance. Moins vocal en défense, il parlait un peu moins. Un apport offensif limité, sauf quand il a fallu, encore une fois contre la Belgique, et des problèmes physiques récurrents, on l'a vu dans la suite de sa carrière, notamment à Barcelone. Alors, on passe au dernier défenseur, on en aura terminé pour cette première partie de vidéo. Les défenseurs, on va parler d'Yvon Leroux pour l'année 84. On va parler de Desailly pour le ROC pour l'année 98 et 2000. Et on va parler de Raphaël Varane pour l'année 2018. Alors, voyons tout de suite l'analyse. Voilà, l'analyse de ces trois joueurs, cette fois-ci, les derniers. Donc, on va commencer par Yvon Leroux, au niveau de la solidité d'offensive. Yvon Leroux, c'est quelqu'un de très rugueux, très dur sur l'homme. C'était un de ses grands points forts. En vitesse, par contre, plutôt moyen, il était plus physique que rapide, Yvon Leroux. Qualité technique, pareil, c'était pas un grand technicien, Yvon Leroux. Par contre, quelqu'un de très agressif dans les duels. On sait pourquoi il était là en défense centrale. Voilà, c'était un défenseur rugueux, je l'ai dit, dur sur l'homme, agressif, mais pas technique et pas rapide. Au niveau de sa capacité à relancer, ça restait simple et sobre, fallait pas lui en demander beaucoup. D'ailleurs, fallait pas lui demander de monter non plus. Il restait en défense, encore une fois, comme tous ceux de 84. Au niveau du leadership, c'était pas vraiment ça non plus. Lui était plus dans l'impact. Donnez-lui un homme, il va vous le gérer. Donnez-lui une équipe. Il vaut mieux donner le leader à quelqu'un d'autre. Au niveau du jeu aérien, il était fort de la tête, il était solide dans les duels et voilà, il n'allait pas marquer un but, il restait sur sa défense, mais au niveau de la défense, c'était quelqu'un de sûr. Face à lui, un Marcel Desailly qui est impérial en couverture, physique, on ne pouvait rien lui reprocher sur sa solidité défensive, d'ailleurs son surnom, c'est le ROC. Donc voilà, ça parle de lui-même. En vitesse, il était rapide et puissant, bien que ce soit une montagne, il était rapide et puissant. Il pouvait se montrer technique, suffisamment technique également. L'agressivité dans les duels, c'était quelqu'un de physique, mais propre dans les duels. Il faisait aussi de bonnes relances, il était efficace, notamment sous pression. En apport offensif, il était capable
de se projeter et de frapper. J'ai un peu moins d'exemples en équipe de France parce que c'est souvent Laurent Blanc qui montait finalement, s'il fallait faire monter quelqu'un en défense centrale avec lui. J'ai un peu plus de références avec lui, avec son club du Milan AC à l'époque. En leadership, c'était un leader naturel sur le terrain, mais là en 98-2000, on n'avait que des leaders dans la défense, que ce soit Barthez, Lizarazu, Desailly, Blanc, Thuram. On pouvait se partager le capitanat, tout le monde était très leader. En jeu aérien, il était excellent sur les ballons aériens de Sailly et capacité à marquer, un peu moins surtout que Laurent Blanc, son coéquipier de la défense, puisque c'est lui qui prenait ce rôle, donc il marquait un peu moins en équipe de France. Raphaël Varane, quant à lui, c'était un défenseur élégant, rapide, très intelligent, tactiquement, très solide, défensivement, quelqu'un de rapide également, très rapide, très mobile, une bonne qualité technique, plus posé par contre que Desailly surtout, et que Yvon Leroux encore plus, plus posé, il cherche plutôt à anticiper qu'être agressif dans les duels. C'est un autre profil qu'un Yvon Leroux ou qu'un Marcel Desailly sur ce point-là. Sur les relances, par contre, c'est des relances de haut niveau pour Varane, toujours très propre. L'apport offensif, il était présent, mais surtout sur coup de pied arrêté, un peu comme Umtiti. De toute façon, voilà, c'est pas quelqu'un qui allait apporter dans le jeu offensivement, plutôt sur coup de pied arrêté. Au niveau du leadership, c'était le patron de la défense, mais il restait quand même assez discret. Et en jeu aérien, il était toujours très efficace, un bon timing. On voyait souvent monter sur corner. Il a marqué plusieurs buts sur corner, notamment avec le Real de Madrid. En équipe de France, un peu moins. Donc sa capacité à marquer est un peu moindre. Donc ici, si je devais choisir, franchement, si je devais en choisir un en lui demandant de gérer simplement le bonhomme, je partirais sur Yvon Leroux. Il était imprenable par rapport à une défense sur le joueur, une défense en zone. Maintenant, si on veut un défenseur plus complet, je dirais Desailly, même si Varane, je le trouvais quand même un défenseur très élégant, mais un profil un peu différent d'un Desailly, un peu moins d'engagement, Varane un peu meilleur sur les relances. Ça se partage entre Desailly et Varane. Allez, si je dois choisir, je dirais Varane, parce que comme ça me fait choisir quelqu'un d'autre que 98 ou 2000. Donc, ce serait le seul que je rajouterais, parce que pour moi, Yvon Leroux était bon, mais sur le bonhomme, et n'était pas un défenseur central complet comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, ma défense, pour moi, c'est Barthez, c'est Lizarazu, c'est Thuram, c'est Laurent Blanc et c'est Raphaël Varane pour prendre quelqu'un de 2018. 84, pour moi, souffre d'une autre époque, souffre d'une époque où les défenseurs étaient beaucoup moins complets que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc Yvon Leroux, défenseur rugueux, agressif, très bon dans le jeu aérien, solide mentalement. Une relance plutôt limitée, une vitesse plutôt moyenne, un apport offensif quasi inexistant. Pour Marcel Desailly, quelqu'un de physique, quelqu'un qui a un physique impressionnant, très rapide pour son poste, bon relanceur sous pression, mais moins élégant que Varane dans la relance, je l'ai dit, peut prendre des risques dans certaines interventions. Et puis Varane, très rapide et mobile, l'un des meilleurs relanceurs de sa génération, c'est clair. Il est bon dans le jeu aérien, mais moins agressif que Desailly ou Leroux, parfois trop discret en leadership et des blessures récurrentes. Et il a eu plusieurs pépins physiques et d'ailleurs il a écourté sa carrière peut-être aussi à cause de ça. Voilà les amis, je vous reprends ici pour finir donc cette vidéo un peu longue. On verra si je ferai les autres postes, les milieux des attaquants, ça dépendra des retours que vous me ferez sur cette vidéo. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de comparer 4 époques, 3 équipes en réalité, parce que 98-2000 c'était les mêmes joueurs quasiment. Vous avez vu qu'en 98, je n'ai pas parlé de Franck Leboeuf, il a fait qu'un match. C'est vrai que j'ai pris les équipes des finales des différentes compétitions. J'aurais dû prendre Leboeuf, mais comme il a fait que ce match en finale 98 pour remplacer Laurent Blanc, j'ai préféré prendre Laurent Blanc à sa place. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là, la vidéo est déjà assez longue. Je vous dis à très vite. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.